Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. On va plus loin ce soir avec deux grands débats et l'entretien bien sûr. D'abord, l'image du jour. François Hollande et Angela Merkel à Strasbourg, deux discours et un appel à plus d'Europe en pleine crise migratoire. Et le Parlement a aussi été le théâtre d'une vive passe d'armes entre le président français et Marine Le Pen, qui l'a qualifié de vice-chancelier. L'analyse et le débat à suivre. Que reste-t-il de la promesse d'une France apaisée? C'était l'une des idées phares de la campagne de 2012. Alors que des tensions sociales se font jour, la République apaisée de François Hollande en prend-elle un coup? De nombreux invités seront en notre compagnie tout à l'heure pour en parler. Enfin, l'entretien pour aller plus loin ce soir. Mon invité est philosophe. Roger Poldroy a choisi d'insister sur ce qui nous unit. C'est le titre de son dernier essai paru chez Plomb. Il sera avec nous tout à l'heure. Voilà pour le programme. Tout de suite, les repères d'actu, c'est avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Un président français et une chancelière allemande devant les eurodéputés. Côte à côte, Angela Merkel et François Hollande pour parler de la crise migratoire. On n'avait pas vu cela depuis un quart de siècle. 26 ans après Helmut Kohl et François Mitterrand, le couple franco-allemand a voulu incarner l'Europe de la solidarité. Tous deux ont appelé à l'unité pour mettre en œuvre une nouvelle politique d'asile. La chancelière allemande juge obsolètes les règles actuelles. On retrouve en direct Nora Hamadi, notre envoyée spéciale à Strasbourg. Nora, vous avez suivi les échanges avec les députés européens. Est-ce qu'on a vu aujourd'hui un renforcement du couple franco-allemand ? Écoutez Paul, clairement c'est comme ça qu'on nous l'a vendu il y a une semaine quand on a appris que cet événement historique, comme on l'a qualifié, que ce soit à l'Elysée, à Berlin ou ici au Parlement européen ou même à la Commission européenne, on nous vendait un moment historique. Ça a été surtout un moment de communication. Clairement, il y a eu très peu d'annonces. On a voulu renforcer l'axe franco-allemand pour donner un nouveau souffle à l'Europe. Sauf que jusque-là, on a attendu des annonces qui ne sont pas venues, du réchauffé, quelque chose d'assez tiède finalement. Mais il était nécessaire d'avoir un petit peu ce moment clairement, notamment pour les eurodéputés. Pourquoi? Parce que ça remet en fait le Parlement européen clairement dans le dispositif. Mais au-delà, on voit bien que l'axe franco-allemand n'est fort que dans les crises. On l'a vu avec la crise ukrainienne, on l'a vu avec la crise grecque. Malgré les divergences, le couple a réussi à transcender ça et à permettre de trouver un accord. Et là, aujourd'hui, sur la crise des réfugiés. Mais on l'a bien vu, et vous le disiez à l'instant, vous le soulignez avec Marine Le Pen, pas sûr que ce renforcement et ce nouveau souffle voulu soit arrivé en fait à bon port, notamment chez les eurosceptiques, et pas sûr que cet axe franco-allemand réussisse à recréer en fait une forme d'union européenne, notamment quand on voit la crise entre l'Est de l'Union européenne et l'Ouest, et quand on voit comment aujourd'hui l'Europe est déchirée entre les eurosceptiques et ceux qui sont partisans d'un fédéralisme européen, d'une Europe plus intégrée. Donc du discours, de la communication, mais pas assez pour incarner ce rêve européen de demain. Merci Nora. On revient dans quelques minutes sur ce dossier européen pour évoquer notamment l'échange musclé entre François Hollande et Marine Le Pen cet après-midi dans l'hémicycle de Strasbourg. Son investiture au régional. Aucune lettre n'est arrivée au siège des Républicains. Elle avait jusqu'à 18h30 pour exprimer des regrets après ses déclarations sur la France, pays de race blanche. Mounir Soussi. Pas de surprise à la sortie de la commission d'investiture des Républicains. Après 12 jours de polémique, le verdict est tombé au siège du parti. Nadine Morano ne sera pas candidate au régional. À l'issue de la réunion, les cadres souhaitent tourner cette page au plus vite. C'est un parti politique qui porte des valeurs. Ces valeurs doivent être défendues. Voilà, il n'y a pas de drame national. Il y a d'autres sujets bien plus importants. Le parti politique joue son rôle. Il est là pour ça. L'ultimatum de Nicolas Sarkozy n'a pas eu d'effet. Le président du parti réclamait une lettre de regret de la part de Nadine Morano. Elle n'est jamais arrivée. La députée européenne ne sera pas tête de liste en Meurthe-et-Moselle, mais reste membre des Républicains. Le nom de Valérie Rousseau-Debord a été proposé pour conduire la liste dans ce département. 30 mois de prison avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, un réquisitoire cinglant contre Claude Guéant. L'ex-bras droit de Nicolas Sarkozy est jugé pour complicité et recel de détournement de fonds publics. Claude Guéant aurait détourné des primes en liquide au ministère de l'Intérieur entre 2002 et 2004. 4 jours après le déluge qui a frappé la Côte d'Azur, l'état de catastrophe naturelle a été déclaré en Conseil des ministres ce matin. Les sinistrés de 32 communes du Var et des Alpes-Maritimes auront un délai spécial jusqu'à la fin du mois pour déclarer leur sinistre. Bernard Cazeneuve souligne la mobilisation des assureurs. On écoute tout de suite le ministre de l'Intérieur.
L'arrêté catastrophe naturelle sera publié dès demain. J'ai réuni hier les compagnies d'assurance de manière à ce que, dès la publication de cet arrêté de catastrophe naturelle, les victimes qui auront déclaré leur sinistre puissent être immédiatement en situation de percevoir des avances de la part des compagnies d'assurance. C'est le chiffre du jour et il est plutôt bon. Le nombre de morts a baissé sur les routes françaises en septembre, moins 17,4%. Le 2 octobre dernier, le gouvernement a annoncé des mesures visant à faire passer le nombre de morts sous le seuil des 2000 personnes en 2020. Des mesures parmi lesquelles l'installation de 500 nouveaux radars d'ici à 3 ans. C'est une première au Sénat, l'examen d'une proposition de loi en commission. Une procédure qui remplace dans certains cas les débats dans l'hémicycle. Objectif, alléger l'agenda parlementaire. Cet après-midi, les sénateurs prenaient leur marque. Quentin Calmet a suivi cette petite révolution au Palais du Luxembourg. Ça va nous inscrire dans l'histoire du travail parlementaire, cette affaire. Une séance pour l'histoire du travail parlementaire, rien de moins. L'idée menée directement en commission, les débats qui d'habitude ont lieu dans l'hémicycle, une procédure permise par la réforme du Sénat entrée en vigueur à la rentrée. C'est un dispositif qui permet, pour des textes raisonnablement techniques comme celui qui va être examiné aujourd'hui, d'éviter d'examiner par le menu détail des amendements en séance publique. La proposition de loi est consensuelle, l'abandon de la version papier du journal officiel. Pour l'occasion, la secrétaire d'État à la simplification est présente. Pas facile de trouver sa place immédiatement. Un membre du gouvernement en commission, c'est très rare au Sénat. Effectivement, j'ai été intéressée de participer à la première utilisation de cette procédure. Et j'ai été parlementaire et je dois souligner que ça me paraît être un élément, je dirais, d'efficacité. Cette procédure sera utilisée pour les lois les plus techniques dès la semaine prochaine en commission des lois. C'est l'heure du premier débat. On parle d'Europe et de ce fameux couple franco-allemand. Allez Sonia, c'est à vous avec vos invités. Merci Paul. Effectivement, François Hollande et Angela Merkel à Strasbourg, les deux dirigeant ensemble devant le Parlement européen. Une première pour ce couple franco-allemand. Après bien sûr François Mitterrand et Helmut Kohl. Tout un symbole donc aujourd'hui alors que l'Europe, vous le savez, fait face à de profondes divisions. Et que les deux dirigeants également ont des divergences importantes, notamment sur le dossier syrien ou encore le défi des réfugiés. Pour en parler, nos invités ce soir, Juliette Méadel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, porte-parole du Parti Socialiste. Avec nous, Philippe Dallier, bienvenue. Bonsoir. Sénateur Les Républicains de Seine-Saint-Denis. À notre compagnie également ce soir, Hélène Mière-Delacroix, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, professeure spécialiste de l'Allemagne. Alors mesdames, messieurs, avant d'évoquer le couple franco-allemand, les sujets d'entente et de mésentente, le fond, je voudrais vous faire réagir à cette vive passe d'armes entre le président français et Marine Le Pen. C'était tout à l'heure. Merci, Madame Merkel, de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. Monsieur le vice-chancelier, j'aurais aimé pouvoir vous appeler Monsieur le Président de la République, par respect pour votre fonction, mais pas plus que votre prédécesseur, vous n'exercez cette présidence. Un président de la République ne pourrait pas dire « le souverainisme, c'est le déclinisme », comme vous venez de le faire, parce que le président de la République est garant de la Constitution française et que le titre 1 de la Constitution française est de la souveraineté. Ce que j'appelle ici, ce n'est pas l'abandon de la souveraineté, c'est la souveraineté. Et la souveraineté n'a rien à voir avec le souverainisme. La souveraineté européenne, c'est être capable de décider pour nous-mêmes et d'éviter que ce soit le retour au nationalisme, au populisme, aux extrémismes qui nous imposent aujourd'hui d'aller dans un chemin que nous n'avons pas voulu. Juliette Méadel, Marine Le Pen, elle a profité de cette tribune. Est-ce que ses flèches sont acérées, affûtées ? Marine Le Pen, elle fait croire aux Français qu'on pourrait s'en sortir tout seul. Elle fait croire aux Français que la France, seule contre tous, va réussir dans une mondialisation qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus violente, à l'heure où nous avons aujourd'hui une guerre qui est une guerre aussi contre le terrorisme, à l'heure où le sol français est menacé. Elle dit, la France toute seule, avec ses petits points, va réussir à s'en tirer. C'est complètement délirant. Alors en plus, s'en prendre à la personnalité du chef de l'État et
tenter de créer du conflit entre la France et l'Allemagne, alors que nous en sommes à célébrer l'appel au traité de paix, nous en sommes à célébrer le fait qu'avec l'Allemagne, nous sommes forts, nous sommes soudés et que grâce à cette union, nous allons construire une Europe de l'avenir, je trouve que c'est dangereux. Il est vrai qu'elle visait la fonction du président de la République française, du chef de l'État, c'est-à-dire également Nicolas Sarkozy, puis avant lui. C'est de ça qu'elle parlait. Avant de parler du fond, il faut parler de la forme. C'est indigne. C'est indigne. Elle prétend représenter les Français, elle est députée européenne, elle prétend exercer les plus hautes fonctions de la France et à l'étranger, elle interpelle le président de la République française, quoi qu'on puisse penser de sa politique, de cette manière-là. Écoutez, c'est du Marine Le Pen dans toute sa splendeur. Un jour, c'est le café du commerce et le lendemain, c'est la halle aux poissons. Voilà, c'est Marine Le Pen. J'espère que les Français finiront, en tous les cas ceux qui sont tentés de voter Front National, vont ouvrir les yeux en voyant ce genre de comportement. Malgré tout, Hélène Mière de la Croix, est-ce qu'elle ne se fait pas aussi, c'est une question, le porte-voix des eurosceptiques ou au-delà, Marine Le Pen, quand elle tient ce genre de discours aujourd'hui au Parlement de Strasbourg? Alors très certainement, elle essaie de toucher au plus simple, au plus facile, l'image. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que ça passe vite, parce que ce qui est complexe, ça demande un tout petit peu plus de temps. Non, je trouve particulièrement, je dirais même plus loin, c'est pas seulement indigne, c'est même infâme dans les termes. Alors pas l'extrait que vous avez utilisé, mais il y a beaucoup de talent à faire renaître des sentiments d'une hostilité du passé. Je vous rappelle qu'elle a appelé le ministre des Finances allemand le docteur Schäuble, volontairement, alors qu'elle sait très bien qu'il s'appelle Schäuble. Et quand on dit docteur Schäuble en France et qu'on accuse un chef de l'État français d'être à la botte allemande, c'est qu'on fait ressortir des remugles assez infâmes. Et elle a parfaitement profité de la situation pour sortir son discours particulièrement haineux. Alors, il y a cette vive passe d'armes et il y a le fond. Et encore un mot sur la forme, l'image, le symbole. Juliette Méadel, on en a beaucoup parlé. Il y a 26 ans, c'était François Mitterrand et Helmut Kohl. Aujourd'hui, deux dirigeants très différents qu'on a souvent qualifiés de pompiers pendant les crises. Honnêtement, est-ce que vous avez vu des architectes aujourd'hui? J'irai pas jusqu'à dire des visionnaires. Mais souvenez-vous de ce qui s'est passé au moment où le mur de Berlin était en train de s'écrouler. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait aussi des réfugiés, il y avait aussi un moment de tension pour l'Europe. Et on est au fond un peu dans un moment comparable. C'est un moment de tension et c'est un peu comme dans un couple. Quand il y a des événements difficiles, c'est le moment où on va se tester. À chaque fois, on se teste. Il y a 26 ans, on s'est testé. Ça a marché puisque grâce à cette union franco-allemande, nous avons aussi fait l'euro et puis nous avons fait Maastricht et puis nous avons fait l'Europe. Là, c'est un moment test. Moi, je ne dirais pas que la partie est gagnée. Ils en ont vécu des tests, ce couple. Oui, le test de la sortie de la Grèce de la zone euro a été dépassé puisque nous avons réussi, malgré des divergences avec l'Allemagne d'ailleurs, à avoir une vision commune sur le fait que la Grèce devait rester dans l'euro. Et là, maintenant, il y a ce test de l'afflux des réfugiés, des visions parfois divergentes sur la politique migratoire. Et si nous réussissons à en sortir, je crois que l'Europe sera plus forte. Donc pour vous, l'image est importante. C'est un moment test, ça on l'entend souvent. Philippe Dallier, est-ce que c'est quand même important de voir cette image-là? Parce que c'est le moteur de l'Europe quelque part. Il est toujours important de voir la France et l'Allemagne essayer de trouver des solutions en commun. Personne de sérieux n'ira dire le contraire. Ceci étant dit, il y a le sujet des migrants, mais l'Europe traverse une crise, à mon avis, bien plus profonde encore. Il y a un euroscepticisme qui monte en France, mais pas seulement en France, dans beaucoup de pays européens, et parce que la construction européenne qui a été vendue, qui a été idéalisée, souvenons-nous quand même des promesses qui ont été faites, notamment lors du traité de Maastricht. L'Europe, c'est la paix, certes, mais c'est le développement économique, c'est le plein emploi, etc., etc. Aujourd'hui, il y a une vraie désillusion et il va falloir que les Français, les Allemands et tous les autres réfléchissent à la manière de transformer, pour ne pas dire refonder cette Europe et refaire en sorte effectivement qu'une majorité nette d'Européens adhère ou réadhère à l'idée européenne. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment qu'elle est très en danger. On va entrer dans les détails des différents sujets. Mais sur le mot couple, Hélène Mière de la Croix, est-ce qu'il faut utiliser ce mot? Est-ce qu'il est approprié? Ça fait des années qu'on entend le couple franco-allemand. Certaines personnalités, comme l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, disent non, il ne faut plus parler de couple. C'est-à-dire que là aussi, ce sont des raccourcis rapides et qui donnent, qui permettent aussi de faire vivre cette espèce de mythe miraculeux. Un mythe. Je dois dire, oui, mais c'est assez miraculeux ce que les Français et les Allemands ont réussi il y a 70 ans et depuis 50 ans de manière vraiment très efficace. Alors le terme de couple, il est gênant en France parce que il sous-entend un rapport d'affection, de fidélité qui évacue complètement le fait que nous avons en fait
quand même affaire à des sociétés, à des États qui ont des intérêts qui ne sont pas toujours les mêmes. Et il sous-entend toujours l'idée qu'on devrait arriver au fond à une espèce d'entente, une symbiose parfaite entre les Français et les Allemands. C'est pas ça la vraie vie, c'est pas ça la politique, c'est le monde du oui-oui. C'est pourquoi en Allemagne on utilise le terme de tandem. Voilà, exactement. Et le terme de tandem il est plus efficace. Alors après on peut s'amuser beaucoup. Plantu avait fait une merveilleuse caricature d'Helmut Kohl devant et Jacques Chirac derrière, et où Helmut Kohl disait à Chirac allez pédale un petit peu parce que celui qui est devant sent que c'est difficile. Mais le tandem il sous-entend quand même cette idée que on doit faire avancer quelque chose. Et si on veut comprendre ce sens de couple et de moteur, c'est bien cela. C'est pas cette espèce d'illusion qu'ils vont emmener les autres vers une approche là aussi miraculeuse, vers un avenir absolument radieux. On savait à l'avance que l'Europe, ce ne serait pas facile et que tout le bonheur ne viendrait pas. En revanche, ils peuvent, de manière très mécanique, entraîner les autres dans des schémas et des nouvelles Alors, un tandem, idées. on va voir s'il pédale dans le même sens. C'est ce qu'on va voir. Je vais vous laisser réagir dans un instant. Juliette Médal, on va faire un rappel des faits, justement, de cette relation de couple, de ce tandem, Angela Merkel, François Hollande. L'Allemagne et la France, c'est une affaire de couple. Longtemps ennemis, les deux pays se rapprochent au fil des années grâce à des couples exécutifs marquants. 1963, De Gaulle et Adenauer signent le traité de l'Élysée. Il officialise la coopération bilatérale en matière de défense, de relations internationales et d'économie. Premier véritable duo avec Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. Les deux hommes partagent la volonté de moderniser leur pays et l'Europe. Ce sont eux qui jettent les bases du système monétaire européen. Main dans la main, François Mitterrand et Helmut Kohl en 1984 pour commémorer les 70 ans de la Première Guerre mondiale. L'image fait le tour du monde et scelle la réconciliation franco-allemande. Fini les amitiés avec Jacques Chirac et Gerhard Schröder, un couple de raison qui met en place l'euro en 1999. Le couple Nicolas Sarkozy-Angela Merkel tâtonne à ses débuts, question de style très différent. La crise européenne leur permettra de montrer leur unité. Voilà pour cette revue rapide des différents couples ou tandems. Juliette Médal, il a été question aujourd'hui dans les discours de socle commun. Franchement, il y en a encore un. D'abord, le premier, c'est... Des valeurs. D'abord, l'accueil des réfugiés. On dit l'Allemagne en accueille plus que la France, c'est vrai. Mais en même temps, il y a quand même un point d'accord sur le fait que la France, l'Europe, l'Allemagne, on doit tous prendre notre part de ce conflit. On va en parler. L'Europe, c'est-à-dire d'abord la France et l'Allemagne. Oui, Ah il n'y a pas de politique migratoire européenne, c'est vrai. Mais au moins qu'il puisse y avoir une convergence sur le principe de l'accueil entre la France et l'Allemagne, c'est déjà énorme. Deuxième sujet fondamental, la question économique. L'Allemagne, sur la crise grecque notamment, l'Allemagne était quand même très hostile à l'ensemble des aménagements qui ont été faits avec la dette grecque. Elle a mis de l'eau dans son vin. La BCE aussi a fini c'est la par France qui a assouplir. fait bouger vraiment l'Allemagne. Non, vous y je croyez dis que je crois que c'est un échange, c'est une co-construction. Chacun a fait un pas vers l'autre et c'est ça l'Europe. Bon, c'est ça l'Europe. Je peux juste rappeler qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est aussi la Hongrie de Viktor Orban, qui poursuit les travaux de fermeture de sa frontière avec la Croatie, après avoir achevé celle qui la sépare de la Serbie, la Grèce de Tsipras, qui fait ce qu'elle peut pour faire face à ce défi, et l'Italie avec Matteo Renzi, qui se prépare bon gré, mal gré, à installer les fameux hotspots. C'est aussi ça l'Europe. Mais la Hongrie sera sanctionnée. En tout cas, c'est ce qui a été dit par la Commission européenne. Et vous croyez que la politique du bâton peut marcher ? Oui, je crois. Elle est indispensable. Il est clair qu'il n'y aurait pas eu de construction européenne si le couple ou le tandem franco-allemand n'avait pas existé et si De Gaulle, moins de 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'avait pas fait le geste de la réconciliation avec Adenauer, tout cela aurait pris beaucoup de retard. Les choses sont claires de ce point de vue-là. Maintenant, cela ne veut pas dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes dans le couple franco-allemand. On voit bien qu'au fil du temps, l'Allemagne a gagné en puissance, et notamment en puissance économique, et qu'aujourd'hui, la France connaît plus de difficultés. Donc, on a le sentiment d'un certain déséquilibre. Alors, le président de la République et Angela Merkel essayent effectivement de faire en sorte que ce couple franco-allemand, qui est le moteur de l'Europe... Certains déséquilibres, certains dans votre camp disent qu'elle porte carrément la culotte. Hein, soyons... Écoutez, non, ça franchement, là aussi... Vous êtes plus modéré. Oui, je suis beaucoup plus modéré que cela, parce que l'Allemagne a certes des atouts en matière économique. Maintenant, si on regarde du côté de la puissance militaire, de la politique étrangère, la France n'est pas sans atouts et l'Allemagne ne veut pas s'engager. Donc, si vous voulez, il faut regarder tous les aspects du problème. C'est beaucoup plus complexe que cela. Mais ceci étant dit, on voit bien
bien que depuis la réunification notamment, l'Allemagne a grossi et en termes de puissance économique, elle se porte nettement mieux que l'autre partie du tandem. Donc tout ça n'est pas sans poser de difficultés. Maintenant, face à la crise grecque, face à la crise des migrants, face à la nécessité de faire en sorte que cette Europe investisse à nouveau et retrouve de la croissance, on est tous dans le même bateau. Et là, ce n'est pas seulement la question du couple franco-allemand, c'est la question de l'ensemble des pays qui font partie de cet espace. Alors, je vais vous laisser réagir, Hélène Miard de la Croix. Je voudrais juste qu'on se rende justement en Allemagne, direction Berlin, avec notre consoeur Hélène Kohl. Hélène, est-ce qu'il y a eu un écho de l'attaque de Marine Le Pen vis-à-vis de la chancelière allemande? On vient d'en parler avec nos invités. Est-ce que cette passe d'armes a été bien commentée côté allemand? Alors, absolument pas. Je peux vous dire que c'était même un petit peu surprenant de la part d'une Française habitée en Allemagne de constater que finalement la personne qui est aujourd'hui dans le trio de tête de la politique française, en tout cas avec une place quasiment assurée au deuxième tour de l'élection présidentielle dans 2 ans, n'aime absolument pas la twittosphère et les médias allemands. Pas du tout écrit dans les journaux télévisés ce soir. Il y a effectivement quelques lignes dans les articles qui font le résumé de la journée au Parlement européen. Il faut savoir que les Allemands ont l'habitude qu'on les critique, qu'on leur reproche de vouloir diriger l'Europe, de vouloir faire une Europe allemande. C'est un reproche qu'Angela Merkel entend quasiment systématiquement quand elle se rend en Grèce. On a déjà eu des passes d'armes très sévères entre les députés européens et Martin Schulz, notamment sur ce sujet-là. Disons que les Allemands ont l'habitude qu'on les traite pour aller un peu vite, des nazis qui veulent mettre l'Europe à leur botte, et que je pense qu'Angela Merkel, en ne réagissant pas, et en tout cas que la classe politique allemande, en ne réagissant pas, elle estime que tout simplement, eh bien, ils sont un peu au-dessus de ça. Merci beaucoup Hélène Kohl, vous étiez en direct de Berlin. Hélène Miard de la Croix, la position d'Angela Merkel est d'ailleurs de plus en plus contrastée, même contestée. Certains disent bousculer l'intérieur de la scène politique allemande. Comment ça se passe pour elle en ce moment? C'est vrai que les médias allemands actuellement parlent essentiellement de Mme Merkel et ce n'est pas que négatif. Ce qui est intéressant, c'est que on parle d'elle en disant finalement elle est étonnante cette femme. Parce que on lui reprochait il y a quelques années, chose qu'on ne savait pas en France. En France, on la présentait toujours un peu comme la femme sèche, pète sec, etc. Or, à l'intérieur, en Allemagne, le reproche principal qui lui était fait était elle manque d'épaisseur, d'angle. La lame de fer, et non, pas du tout. En Allemagne, elle passait pour une espèce de personne un petit peu molle, souple, qui s'adapte complètement. Et là, il y a plusieurs articles ces derniers jours disant elle est étonnante. Parce que, alors qu'elle a une partie de sa majorité qui commence à prendre distance, en particulier les Bavarois, elle continue son cap en disant ce sont nos valeurs, je ne veux pas d'une Allemagne qui serait hostile. Je voudrais rajouter quelque chose sur la critique que Marine Le Pen a pensé faire à François Hollande en le traitant de vice-chancelier. Dans l'oreille allemande, c'est pas du tout une insulte d'être le vice-chancelier. L'Allemagne vit avec donc par principe. A fait pchit. Mais le président de la République française, c'est pas non plus un compliment. Oui, mais pour une chancelière, le vice-chancelier dans une coalition, c'est un partenaire avec lequel on travaille ensemble et on fait des choses ensemble. Il y a un côté hiérarchique. Ce n'est pas insultant. Voilà, c'est pas insubordonné, c'est pas insultant. Mais non, mais ça, vous voyez, ça c'est des problèmes de culture politique entre la France et l'Allemagne qui fait qu'on ne comprend pas les choses exactement de la même façon. Vous êtes là pour nous les expliquer, décrypter. Dans la bouche de Marine Le Pen, c'était certainement pas la vision allemande. Bien évidemment, mais voyez, pour montrer qu'il y a toujours un univers de la culture politique qui fait que le message n'est pas tout à fait le même. Je pense que, pour reprendre un peu vos propos, quand on dit le couple doit regarder dans le même sens, c'est vrai que là, l'image de couple est valable, il faut regarder dans le même sens. Mais ce qui a fait, et là je parle en tant qu'historienne, ce qui a fait la force du couple franco-allemand en Europe, ça a été toujours la capacité de trouver, à rapprocher des positions qui, très souvent, sont différentes. Imaginez que la France et l'Allemagne seraient sur tous les sujets toujours d'accord, c'est complètement le monde de oui-oui. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On est très loin. Et c'est ça l'avantage, c'est que quand les Français et les Allemands arrivent à se rapprocher, à trouver des compromis, alors ils peuvent entraîner les autres. Parce que ça veut dire que deux positions relativement éloignées, sur l'énergie, sur comment dire, la défense, peuvent trouver un chemin. Alors, exemple précis justement, Juliette Méadel, c'est la position allemande sur la Syrie et notamment le dialogue avec Bachar el-Assad. Là, on voit bien que la position allemande a vraiment évolué. Angela Merkel est pour. Et pour ce dialogue avec Bachar el-Assad, on entend encore les positions de Laurent Fabius et de François Hollande. Non, pas question. Comment rapprocher ces deux positions ?
Est-ce que la France n'est pas seule? Peut-être que dans quelques temps, les positions évolueront. Peut-être que l'Allemagne Hollande viendra évoluer vers la position française. La France est le seul pays européen qui est en capacité d'envoyer des avions, de réaliser une intervention qui est une intervention matérielle. Et donc, la France pourrait peut-être montrer la direction. Il est très difficile aujourd'hui de dire que l'on va soutenir Bachar el-Assad, car on sait à quel point ça aurait un impact sur la capacité d'attraction de Daesh, qui, en ce cas, réussirait à séduire toute cette population civile en Syrie qui n'a pas du tout envie de soutenir Bachar el-Assad. Donc, le choix qui est aujourd'hui le choix des Russes est un choix dangereux pour la paix mondiale. Le choix des Américains reste relativement incertain, n'est pas encore tout à fait tranché. Et peut-être que là, si on arrivait à voir l'Allemagne qui s'unissent à la position française, on aurait peut-être le début de ce qui est le plus difficile à mettre en œuvre aujourd'hui, c'est une politique extérieure commune. Si on arrivait un jour à avoir une politique étrangère commune en Europe, on aurait fait un immense pas en avant. Ceci étant dit, il y a les grands principes, et on y est tous attachés, et puis il y a la réelle politique. Il est bien évident que la France, qui est en Europe le pays le plus conséquent en matière militaire, n'a pas les moyens d'intervenir au sol aujourd'hui en Libye. Ce que les Russes sont en train de faire, ce qui va manifestement changer la donne. En Syrie, pardon. Donc, quelle que soit, j'allais dire, la position de principe de la France, on voit bien que les partenaires regardent les choses d'une manière peut-être un peu différente. On peut le regretter. Assad est certainement quelqu'un d'infréquentable. Maintenant, la question, c'est comment faire en sorte, effectivement, qu'on sorte de cette situation, qu'on chasse Daesh de Syrie. Après la transition politique, on verra effectivement comment on peut la conduire. Mais aujourd'hui, la France n'est pas en capacité seule, et l'Allemagne encore moins, puisque ses forces militaires sont quasiment inexistantes. La France n'est pas en capacité d'imposer son point de vue. Donc nous verrons comment les choses vont évoluer, mais je crains que la réelle politique ne reprenne le dessus. Vous vous souvenez du débat au moment de la guerre en Irak? Est-ce que vous vous souvenez au moment de la guerre en Irak où tout le monde disait, et vous voyez, je rends hommage à Dominique de Villepin, à ce moment-là, tout le monde disait la France n'est pas capable de résister tout seul avec ses petits points contre l'Amérique qui engage la guerre en Irak. Et il y a eu quand même des positions qui ont été des positions de principe. Moi, je crois qu'en politique, juste pour terminer, je crois qu'en politique, il ne faut jamais renoncer à se battre pour ses principes. Bien sûr, on est rattrapé par le réalisme. Bien sûr, il sera toujours temps. Mais bon sang, réaliser un tant soit peu, qu'on n'est pas obligé de choisir entre la peste et le choléra. On n'est pas obligé de dire aujourd'hui entre Daesh et Bachar el-Assad, il faut choisir. Peut-être qu'il y a une troisième voie et il faut tout faire pour l'expliquer. Personne n'a dit qu'il fallait choisir. C'est une question de temps et d'hierarchie de priorité. En 41, on avait à choisir entre la peste et le choléra. Et si on reprend les écrits de Churchill, il avait dit à un moment donné, s'il fallait s'allier avec le diable pour aller battre Hitler, je le ferais. Il est allé à Moscou, il s'est allié avec Staline, quoi qu'il ait pensé du régime soviétique à cette époque-là. Donc il ne faut pas non plus... Enfin, les réalités de terrain comptent. Maintenant, il a mis le temps avant sur la de s'allier. situation, il a mis le temps de la réflexion. La comparaison avec l'Irak et la position de Jacques Chirac. Là, pour le coup, il ne s'agissait pas pour la France d'aller sur le terrain. La position de la France était claire, en disant les Américains nous racontent des bobards sur les armes de destruction massive, il ne faut pas intervenir, après ça sera le chaos. Jacques Chirac avait parfaitement raison, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Sur cette position. Très bien, mais là il s'agit de savoir qui peut. Donc elle a défendu des principes. La question est de savoir aujourd'hui qui peut mettre un terme à cette situation. Parce qu'on reviendra au problème des migrants. On peut effectivement, Angela Merkel et François Hollande peuvent discuter. Ceci étant dit, tant qu'on n'ira pas régler le problème sur le terrain là-bas, on ne gérera pas les conséquences, et j'ai très peur, effectivement, vos deux positions amènent à une question, beaucoup de discussions, beaucoup de difficultés à le faire. Hélène Mire-Delacroix, est-ce qu'il y a d'un côté une Allemagne pragmatique avec la réelle politique et une France attachée à ses principes ou à une certaine idée et une position qu'elle assume même si elle est isolée? Non, je ne pense pas qu'on puisse le simplifier de cette façon. Je pense que la position de l'Allemagne est certes pragmatique, mais comme vous l'avez dit très justement, l'Allemagne n'a de toute façon pas les moyens, elle seule, ni même en appui d'autres, d'intervenir. Alors c'est vrai que quand Jacques Chirac a courageusement dit non, il n'était pas complètement tout seul parce que Gerhard Schröder l'a suivi. Et Gerhard Schröder l'a suivi dans un premier temps, c'est très intéressant. La lecture a été de dire « Oh mais Schröder, il se sépare parce qu'il a des élections. Alors il veut faire plaisir à son électorat, en particulier les pacifistes. » Et donc il dit non. Or, en fait, maintenant qu'on a les archives, on voit très bien qu'il y avait au Auswärtiges Amt, c'est-à-dire aux affaires étrangères allemandes, des réflexions déjà très très approfondies sur les perspectives, en effet, d'une intervention, la
réalité possible, éventuelle de ces armes de destruction massive. Et donc, on a souvent une lecture à la surface, et c'est normal, nous sommes contemporains, en ayant l'impression que l'un suit l'autre, et c'est avec un peu de recul que l'on... Il nous reste une minute. Et là, c'est ma position qui est plus confortable. Il vaut mieux être compris. universitaire et regarder après. On peut expliquer ce qu'il fallait faire. Et c'est un tour de table. Si vous deviez retenir un couple franco-allemand, quel est celui qui a été le plus uni, le plus exemplaire, le plus visionnaire? De Gaulle et Adenauer, parce que c'est le point de départ de tout. Facile, oui. Mais non, pas facile. Pour moi qui suis gaulliste, excusez-moi, je ne peux pas dire autre chose que cela, mais je le pense très sincèrement. Il faut voir quand même ce que ça a été. Et De Gaulle a été critiqué à l'époque par beaucoup pour avoir tendu la main à Adenauer de cette manière-là. Et s'il ne l'avait pas fait, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Je vais vous envoyer mon livre. Tout n'a pas commencé avec De Gaulle et Adenauer. Non, et la réconciliation avait commencé. Non, bien avant. C'est Robert Schuman. Mais le livre est passionnant, c'est 1950. Vous avez reçu pour ce livre. Mais qu'est-ce que vous choisissez alors, finalement, comme couple? Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur Helmut Schmidt, donc j'aime beaucoup Schmitt et Giscard, mais je crois que d'un point de vue de mise en place de dispositifs qui vont durer, Mitterrand et Kohl, évidemment, c'est ce que j'allais dire. C'est votre choix aussi. C'est Mitterrand-Kohl parce que c'était inespéré à cette époque-là. Et François Mitterrand, contre une partie de la gauche, a construit cette Europe. Il l'a voulu. Et c'est ce qui nous a donné un avenir. Merci Juliette Méadel, merci Philippe Dallier, Hélène Mière de la Croix. On poursuit notre émission, bien sûr. Il est 22h30 pile. On va retrouver Paul Bouffard pour un nouveau point sur l'actualité de la soirée. Ce sont des proches de jeunes partis faire le djihad en Syrie ou en Irak, des parents, des frères, des sœurs qui témoignent dans un spot télévisé. Une campagne choc de sensibilisation pour éviter de nouveaux départs. Aujourd'hui, plus de 500 Français sont actuellement en Syrie. Je vous propose de regarder un extrait de ces clips. Ils sont 4, dont Baptiste, le père de Léa parti à 16 ans, à peine. C'est elle qui nous a appelés, qui nous a dit « Papa, maman, je vais vous faire du mal. Je suis parti en Syrie. » Véronique, la mère de Quentin, 22 ans. On ne sait pas précisément où il est, ce qu'il fait. On ne peut pas aller le chercher. On se l'est pris en pleine gueule, quoi. Jonathan, le frère de Sarah, toujours en contact avec sa sœur. Ça fait 1 an que je fais toujours le même discours. Il ne faut pas s'inquiéter, qu'il faut venir. Maintenant, il faut y aller. Et enfin, Salia, dont le fils est mort à 19 ans. Quand on vous annonce la mort de votre enfant, on ne vous donne pas son nom véritable, on vous donne son nom de combattant. Tous ont un parent parti faire le... Pas de lettre d'excuse. Nadine Morano se voit retirer son investiture au régional. L'eurodéputé avait jusqu'à 18h30 pour exprimer des regrets après ses déclarations sur la France, pays de race blanche. Devant la commission des investitures du parti, Nicolas Sarkozy a proposé la candidature de l'ex-députée Valérie Debord pour conduire la liste des Républicains en Meurthe-et-Moselle. Ce soir, les réactions sont multiples. L'ex-premier ministre François Fillon dénonce, je cite, un procès en sorcellerie excessif à l'encontre de Nadine Morano. Jean-Pierre Raffarin, lui, indique qu'il n'était pas coupeur de tête. Cela prendra des mois, la remise aux normes des voitures Volkswagen équipées d'un moteur truqué. Le tout nouveau patron du groupe, Mathias Müller, l'annonce. Selon lui, si tout se passe comme prévu, les rappels débuteront en janvier prochain. D'ici à fin 2016, tout devrait être remis en ordre. La semaine des Nobel se poursuit à Stockholm. Cette fois, le prix Nobel de chimie récompense des travaux sur l'ADN. 3 chercheurs qui ont travaillé sur la réparation de la molécule des cellules vivantes, des découvertes qui aident notamment à la recherche contre le cancer. Et compte tenu de l'actualité sociale de ces derniers jours, une question se pose. Que reste-t-il de la France apaisée de François Hollande? On en parle tout de suite avec Sonia et ses invités. Oui, c'était l'une des promesses phares de François Hollande, une France apaisée. 3 ans plus tard, que reste-t-il de cette promesse? Sans aller bien sûr jusqu'à transformer en insurrection générale les récentes images que nous avons tous vues chez Air France. On pose la question ce soir quant à l'origine de ces tensions. L'opposition dénonce quant à elle un manque d'autorité de l'État. Qu'en est-il? Le débat et l'analyse avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, le rappel des faits, c'est avec Sophie Normand-Couturier. La France apaisée, pas vraiment. En témoigne l'actualité très récente avec d'abord cette image qui a choqué jusqu'au-delà de l'Hexagone. Celle de cadres d'Air France obligés d'escalader un grillage torse nu pour échapper à des syndicalistes en colère.
Le même jour à Saint-Ouen, un policier est grièvement blessé. Le braqueur est un multirécidiviste qui, après une permission en mai dernier, ne réintègre pas sa cellule. L'homme fait pourtant l'objet de 2 fiches S pour s'être radicalisé en prison. De quoi agiter un peu plus le chiffon rouge du terrorisme. Des violences, il en est aussi question avant l'été, avec ce conflit entre chauffeurs de taxi et Uber Pop. Des conducteurs de VTC sont pris à partie, parfois tabassés. Un climat social lourd dans un ciel déjà chargé avec une crise migratoire sans précédent en Europe. Elle divise la France et fait le jeu des extrémismes et une défiance latente des Français vis-à-vis de la politique. Et pour en parler, nos invités sur ce sujet ce soir, Gérard Longuet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, ancien ministre, sénateur Les Républicains de la Meuse. Nous accompagne également ce soir Christophe Carèche, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, député socialiste de Paris. Bruno Jeudi, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef politique à Paris Match. Et Serge Raffi, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste, journaliste à l'Obs. Alors c'était pendant la campagne présidentielle, il y a 3 ans. 3 ans déjà, François Hollande évoquait cette France apaisée. Bruno Jeudi, il rêvait alors d'enfiler le costume présidentiel et aussi le costume de rupture avec Nicolas Sarkozy. Dans quel état est ce costume de la France apaisée aujourd'hui ? Bon, c'est une promesse qui, pour l'instant, est aux objets perdus. Hein. On ne l'a pas retrouvée, cette France apaisée. On ne l'a même pas vue. On a une dégradation, au fond, depuis bien avant l'arrivée de François Hollande. Hein. On est à la fois dans un pays qui souffre d'une crise qui n'en finit pas, hein, et d'un chômage qui va croissant, et puis en même temps d'un débat politique qui reste hystérisé. Et c'est sans doute ça la surprise finalement. Ça avait été la grande critique de la gauche lors du mandat précédent où on accusait Nicolas Sarkozy d'hystériser le débat, de cliver, de mettre de l'huile sur le feu sans arrêt. Et au fond, la surprise de ce mandat, c'est que ça n'a pas changé au fond. Alors les ressorts, on va en discuter, sont différents. Mais on est toujours dans cette forme d'hystérisation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans nos institutions. C'est aussi peut-être un débat qu'il faut à un moment poser. Mais une chose est certaine, c'est que François Hollande n'a pas réussi à trouver cette France apaisée. Et on voit même une dégradation, notamment sur la question de cette démocratie sociale dont il avait fait une de ses promesses, une de ses marques. Et on a vu cette semaine les incroyables images d'Air France qui ont fait le tour du monde et qui choquent. Il n'y a pas grand-chose restons d'autre mesurés. à Christophe ajouter. Carèche, c'est pas du tout la jacquerie généralisée. On en est très loin en France, mais on est très loin aussi du rêve français, ce qu'on nous avait promis. Oui, parce que la situation est difficile sur le plan économique, sur le plan social. En tous les cas, le président de la République, là où il essaye, sinon d'apaiser, au moins de respecter un certain nombre d'acteurs dans ce pays. D'abord, évidemment, les acteurs sociaux, les partenaires sociaux. Il fait confiance au dialogue social. Un certain nombre de corps intermédiaires. Donc, il essaye de... comment dirais-je, de redonner de la colonne vertébrale, de la structure. Et voilà, alors, c'est pas simple. Par exemple, sur le dialogue social, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé à Air France, mais ce n'est pas simple aussi parce que le dialogue social, il n'est pas très productif. Hein. On a le sentiment qu'on a à la fois des syndicats qui sont extrêmement divisés. Bon. Donc, tout ça est compliqué. La question, est-ce qu'il y a une alternative à ce comportement? Moi, je ne le crois pas. Je crois que le président de la République a raison d'essayer de faire confiance à ceux qui peuvent, dans ce pays, amener de la réforme, mais de manière, j'allais dire, tranquille. Ah oui, très tranquille pour certains. Oui, Gérard je ne nie Longuet, pas. oui. Est-ce que vous entendez ces circonstances atténuantes, finalement? Bon, il y a l'environnement économique mondial, c'est vrai, une situation de crise, une situation de tension. Nous avons de plus un environnement Proche-Orient qui rejaillit sur l'Europe, climat de tension, mais je pense que ce n'est pas ça. Le problème français, c'est un problème d'institution. On n'a aucune obligation de se parler et cela n'apporte rien en termes de résultats politiques, contrairement à des démocraties parlementaires européennes où les partis politiques ont l'obligation de se parler pour constituer des majorités, où le gouvernement a l'obligation de parler. Allemagne, puisqu'on est en plein dans ce couple franco-allemand. Exactement. Madame Merkel n'a pas le quart de la moitié des pouvoirs du président Hollande. Ça lui donne beaucoup plus de liberté parce qu'elle a un Parlement avec lequel elle doit négocier. En France, on attend du président qu'il règle tout, ce qui est parfaitement impossible. Bon, moi, je n'en veux pas au président Hollande de pas tout régler. Le président ne peut pas tout, alors. Il ne peut absolument pas tout et il se prive, ce faisant, et
et j'ai presque envie de dire, sans doute contre son gré, de la possibilité de faire travailler, de faire participer, de faire partager le pouvoir par d'autres. Et je vois l'exemple d'Air France. Cette violence, c'est parce que, en fait, l'idée de négocier est une idée qui en France, n'a pas d'intérêt, apparaît comme une faiblesse, alors que c'est la force d'un système social, c'est de négocier. Oui, c'est très intéressant, Serge Raffi. On partait sur un débat, et on va quand même en parler, d'un président peut-être qui se voulait en tous les cas rassurant et qui pour certains inquiète. Et nos invités nous disent, non, mais attention, c'est nos institutions et peut-être quelque chose d'intrinsèque à la France qui explique cela. Oui, je crois que d'ailleurs on en a souvent parlé ici, du problème de la monarchie républicaine, du système qu'on pensait qu'il allait s'améliorer et qu'il allait effectivement se parlementariser avec le quinquennat et qu'on allait arriver un peu à régler ce problème et c'est exactement le contraire qui se produit. Donc en plus on a parlé d'hystérisation, Bruno a parlé d'hystérisation, il a raison parce que ce quinquennat accélère le mouvement, provoque des tensions parce que tout simplement les hommes politiques savent déjà à peine ils sont élus qu'ils sont déjà en campagne pour l'élection suivante. Donc effectivement ce système est un problème, c'est le premier point. Le deuxième point, sur François Hollande lui-même, on l'a dit, c'est quelqu'un qui croyait qu'il pouvait gouverner, on va dire à la scandinave, la France. C'est-à-dire qu'avec un style, on avait parlé de la normalité, etc. Et c'est vrai que c'était dans un sens de dialogue social, d'apaisement, etc. Il avait cette stratégie-là. Simplement, il y a cette énormité, c'est que la crise, elle est bien plus grave, bien plus énorme qu'on ne le croyait, et que la mondialisation, bien sûr, mais pas que lui. Ses prédécesseurs aussi, parce que la mondialisation absolument provoque des bouleversements gigantesques. Tout président voudra apparaître comme un protecteur. Je me souviens de Giscard, après le deuxième choc pétrolier, vous inquiétez pas, il ne se passera rien. C'est faux, il se passait forcément quelque chose. Mais un président de la République est à la fois protecteur, il doit sécuriser, donc il gomme les difficultés, et d'autre part, on attend de lui tout, ce qui est simplement impossible. Donc je crois qu'il y a une véritable, à mon avis, interrogation française sur... Avons-nous abdiqué, nous les citoyens, nos responsabilités? Je crois que la réponse est en partie oui. Une note d'optimisme. Je voudrais quand même signaler que le 11 janvier, ça a été une manifestation où les gens avaient envie d'être ensemble, ont envie de faire des choses ensemble. Et malheureusement, c'est un rendez-vous qui n'a pas plus débouché que celui de l'élection de Jacques Chirac avec 80% des Français en 2002, qui n'a pas non plus débouché sur quelque chose de consensuel. Vous êtes d'accord, Christophe Carrèche? Oui, je pense que les pays qui ont réussi à se réformer, notamment dans le nord de l'Europe, ont réussi sur un certain nombre de points à créer une forme de consensus. Bon. En tout cas, de négociation obligatoire. À la fois dans le moment où ces réformes étaient décidées, mais aussi dans la durée. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans ces pays, c'est que des majorités successives, même si ce n'est pas les mêmes, continuent sur un certain nombre de points la politique qui a été menée. C'est évidemment le cas de l'Allemagne, c'est le cas... des pays scandinaves, de la Suède, du Danemark, etc. C'est vrai qu'en France, cette méthode qui, effectivement, je crois, inspire beaucoup le président de la République, elle semble quand même difficile. Elle est difficile parce qu'on a une culture, on a une histoire. Plus direct, non? Elle est impossible, je ne sais pas. Elle est surtout inutile. Parce que sinon, l'alternative, c'est quoi? L'alternative, c'est quoi? La Ve République installe le fait majoritaire et la culture de l'affrontement, parce que c'est le 50%. Entraîne l'affrontement. Mais c'est peut-être cela qu'il faut changer. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut se résoudre justement à être dans cette succession, comment dirais-je, notamment de majorité, de politique. Et on voit que ni la droite ni la gauche, au fond, n'arrivent fondamentalement à réformer, à aller assez loin, en tous les cas, dans les réformes. Bon, donc il faut peut-être aussi s'interroger par rapport à cela et par rapport au fait que vis-à-vis des Français, c'est quand même ce qui fait aujourd'hui beaucoup le succès du Front National, il y a un sentiment quand même d'échec disons, des partis politiques classiques, traditionnels. N'est pas la rupture, c'est quand même ça le moment où nous sommes aujourd'hui. Et donc, par rapport à cela, est-ce qu'on continue, effectivement, dans des oppositions qui sont parfois extrêmement factices mais qui ne sont pas productives? Mais elles sont factices. Je donne un exemple optimiste, je voudrais, Bruno, en donner un deuxième. Lorsque les salariés de Smart à Ambach votent dans des conditions différentes, l'acceptation de travailler plus sans gagner pour autant la même somme, ça prouve que lorsque les gens savent que l'avenir dépend d'eux,
ils sont prêts à négocier. Ils ne sont pas tous du même avis, mais ils sont prêts à négocier entre eux. Dans le cas d'Air France, pourquoi y a-t-il une violence? Parce que certains syndicalistes croient encore qu'Air France est une société d'État, ce qui n'est pas vrai. Elle ne l'est pas parce que l'État est minoritaire, mais elle ne l'est pas surtout parce que son marché est un marché concurrentiel. On se demande d'ailleurs pourquoi l'État a encore 17% au passage, parce qu'ils s'en occupent pas si bien bien que que ça. Il faut demander à l'APE qui gère assez mal. Les syndicats en ont appelé à l'État après ces épisodes et cette image. Et les pilotes. Oui, Bruno, je dis, moi je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que là on dit oui, c'est la faute aux institutions, de la France, c'est comme ça la 5e, mais il y a aussi une question de l'autorité de l'État. Quand on voit tout ça, quand même il y a des foyers de tension. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas exagérer, ce n'est pas l'insurrection, etc. Mais il y a une question d'autorité et de responsabilité. Manuel Valls répète ce mot en boucle, j'assume ma responsabilité, mais où est donc l'autorité? L'autorité n'était pas là lundi, en fait, hein, on l'a bien vu. Hein. On a un délitement de l'autorité de l'État ces derniers temps. Air France, il y a quelques semaines, il y a eu... Alors ça n'a rien à voir, mais ça a beaucoup choqué les gens. Il y a eu l'autoroute A1 qui a été coupée pendant plusieurs heures, sans que l'État finalement n'intervienne. On nous a expliqué après, le préfet a dit « Oh là là, mais ça va être pire si on intervient ». Donc c'est vrai que c'est une succession, de mouvements de faiblesse de la part d'un État qui de plus en plus, même si Manuel Valls peut incarner par les mots cette autorité, l'autorité, les gens la voient pas toujours concrètement. Et c'est là que ça pose une difficulté entre le discours et les actes. Oui, mais l'État, c'est pas une entité qui tombe du ciel et qui a une espèce d'immanence comme ça. L'État, il a été malmené depuis 20 ans par toutes les politiques ultralibérales, que ce soit la droite ou la gauche, et qui ont réduit la puissance de l'État. Comment ils l'ont fait? Ils l'ont fait justement parce qu'il y avait des rapports de force, des conflits violents avec les puissances économiques qui ne voulaient pas d'un État fort. Et en particulier en 2007, les gens ont un peu oublié qu'en 2007, en juin 2007, on a mis en place ce qu'on appelle les RGPP, la révision des politiques publiques en France, qui consistait à essayer de réduire au maximum la puissance de l'État. On ne peut pas demander en même temps aux gens que l'État soit puissant. Et ça fait des années qu'on évoque ce problème. Il y a effectivement, l'État est devenu faible. On a pensé qu'effectivement François Hollande, en voulant rebooster l'éducation nationale, c'est une aimable plaisanterie. Mais l'État est faible. Avec 57% de prélèvement sur la richesse nationale, comment voulez-vous que la puissance publique soit faible? Le seul problème, c'est qu'elle est prisonnière de ses dépenses, c'est qu'elle ne les maîtrise pas. Non, le problème de l'autorité, c'est la relation. C'est l'exercice de l'autorité par rapport à l'opinion. Et pour reprendre l'exemple que vous avez donné, qui est celui de l'autoroute A1, en effet, le préfet et le ministre de l'Intérieur, parce que je n'imagine pas que son cabinet ne soit pas directement alerté, ont choisi de ne pas heurter l'opinion par l'évacuation et ont pris le risque de mécontenter, en effet, des milliers d'automobilistes. Je ne l'aurais pas fait parce que l'autorité est un tout. Et les gens ne supportent plus de perdre leur permis de conduire parce qu'ils n'avaient pas l'oreillette qu'il fallait, et de voir par ailleurs que des gens peuvent bloquer une autoroute sans aucune sanction. Mais l'autorité de l'État, c'est aussi un pouvoir sur la puissance économique. Non, oui, mais sous Balladur, vous ça, y étiez. c'est pas possible. Je sais, je suis libéral, j'assume totalement les privatisations. Cela n'a rien à voir. J'étais sous-préfet, j'ai commandé des escadrons de gendarmerie. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Non, ça n'a rien à voir. C'est un affaiblissement de l'État. L'État et la loi, ce sont deux choses différentes. Que l'État ait moins de pouvoir, c'est une évidence, on peut en parler longuement. Que ce manque de pouvoir soit volontaire ou non, c'est une autre question. Mais quand vous avez une loi, ou vous la faites respecter, ou vous ne la faites pas respecter. Quand vous avez le sentiment que la loi, c'est pour les gens qui la respectent, on les sanctionne, mais ceux qui ne la respectent pas ne sont pas poursuivis parce que ça dérangerait l'opinion. Franchement, ça vient dans l'affaire d'Air France, on va bien voir si l'État... En l'occurrence, quand même... S'il y a des gens qui sont sanctionnés pour les faits qui ont été commis... Dans l'affaire d'Air France, quand même, l'autorité de l'État, elle a été réaffirmée très clairement. Le Premier ministre l'a fait. Il l'a dit. Il l'a fait en confortant l'autorité de la direction d'Air France. Et c'était pas forcément, comment dirais-je, simple pour lui de le faire. C'est vrai. Donc c'est bien cela qu'il a en tête. C'est vrai, Christophe Caréch. Donc dans le dossier Air France, avouez quand même que depuis 20 ans, justement, les décisions sont reportées sans arrêt. Et là encore, l'État actionnaire... Mais justement, ce que dit Manuel Valls aujourd'hui, c'est ne comptez pas sur l'État pour régler les problèmes d'Air France. Il le dit très clairement. Donc la solution, elle doit être interne. Et par ailleurs, il faut que Air France trouve
un modèle économique qui lui permette d'être rentable. Voilà, Voilà, je crois que c'est assez clair et assez net. Mais Christophe Carrèche, pardonnez-moi. L'exercice de l'autorité ne peut allez-y. pas être aléatoire. On a le sentiment aujourd'hui, avec ce gouvernement et peut-être avec d'autres, que l'exercice de l'autorité est aléatoire. Que selon que vous soyez médiatique ou pas, l'autorité de l'État s'exercera ou pas contre vous. Il y a énormément de gens qui ne sont pas médiatiques et qui payent très cher un retard de paiement d'impôts, un retard de cotisation. Et il y a des gens qui sont médiatiques et qui sont... Il y a 2 poids, 2 mesures. Et en général, et c'est sans doute une des raisons de l'éloignement de la politique de beaucoup de nos compatriotes, ils ont le sentiment que le bon citoyen, c'est celui qui trinque au détriment, au bénéfice, de ceux qui, eux, ont la force avec eux dans la rue. Les personnels autres que pilote Air France ont le sentiment de trinquer. Ils vont trinquer. Ils vont trinquer parce qu'ils vont être regardés comme complices de quelque chose qu'ils condamnent par ailleurs. Mais Christophe Carrèche, est-ce que tous ces incidents et ce climat ne vient pas aussi du fait que c'est une question d'une grande incompréhension, notamment de la politique portée par le président? Il y a eu une campagne qui a été assumée et puis il y a eu un tournant. Tout le monde a repris ce mot, même sur le plan économique. On a promis certaines choses, on a dit des choses aux syndicats, on leur demande totalement autre chose. Est-ce que vous n'analysez pas aussi tout cela à l'aune de ce changement? Écoutez, quand on est arrivé, la situation économique, et c'est peut-être là qu'il y a eu comment dirais-je, un manque de réaction sur le plan politique. La situation économique était extrêmement dégradée. La France était quand même à la merci, y compris sur le plan des marchés financiers, d'une hausse incontrôlée des taux d'intérêt, une situation financière qui dérape, Là, on reprend etc. l'héritage. Non, mais ce que je veux dire par rapport à cela, c'est qu'il n'est pas scandaleux, il n'est pas illégitime que l'équipe arrivant prenne la mesure de cette situation et dise la priorité aujourd'hui, c'est le redressement économique, c'est le redressement des comptes des finances publiques, etc., etc. Donc, je pense que cette politique, elle est parfaitement adaptée, elle est légitime. Ce qui est vrai, c'est que le choix qui est fait par le président de la République, et c'est là où je pense qu'il y a un certain nombre de critiques qui surgissent sur une éventuelle ambiguïté, sur le choix qui est fait par le président de la République, c'est de ne pas brutaliser la société française. C'est de considérer que cette société, c'est pas la peine de la mettre en situation justement de conflit, etc. Il faut au contraire essayer de la sortir en la mobilisant et de manière collective. Alors c'est ça profondément, je crois, ce que croit le président de la République. Maintenant, c'est vrai que ça a aussi un défaut, c'est que ça peut parfois donner le sentiment que c'est pas toujours très clair, quoi. Voilà. Ce que vous dites est juste. Je crois simplement que ça procède pas seulement du fait que François Hollande n'ait pas voulu l'exprimer clairement dans un discours à la nation, expliquant justement, prenant à témoin les Français en leur disant c'est plus grave que prévu. Je crois que le problème, c'est qu'au final, François Hollande a fait une politique sans l'énoncer vraiment, et surtout sans avoir la majorité peut-être pour la porter. Les textes passent à l'Assemblée parce que il y a les éléments et les procédures pour le faire. Mais il n'a pas, je pense qu'il n'avait pas la majorité pour le porter. Ce qui est plus grave, à mon avis, Sonia Mabrouk, et on ne fera pas la chronique de cette histoire-là, c'est la folle histoire des campagnes présidentielles où on promet tout et n'importe quoi, quasiment depuis 1981. Ouais, mais il a pas toutes les campagnes présidentielles, c'est une succession de campagnes où on promet tout et n'importe quoi, le changement, le gagner plus pour travailler plus, 81 et 95, la fracture sociale. Donc on voit bien que ce système-là aboutit aujourd'hui à gagner, en disant n'importe quoi, je caricature à peine, et ensuite faire une politique différente et une politique qui déplaît aux gens qui ont voté pour vous. La vérité, c'est qu'il y a une partie de la gauche qui n'assume pas cette politique. C'est exact. tout, soyons clairs. Bon, la gauche c'est pas ce qu'a dit François Hollande avant. Il ne l'aurait pas assumé. Le Bourget, ils n'ont qu'un discours à la bouche, d'ailleurs, c'est celui de la trahison. Le Bourget, ça se limite à cela. C'est ça la vérité. Et c'est qu'à gauche, il y a deux sensibilités différentes. Voilà un discours de vérité ce soir, Gérard Longuet. Moi, je l'écoute avec beaucoup d'intérêt. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne parle pas, parce que je pars du principe que quand les gens disent des choses intéressantes, j'ai plutôt envie de les écouter. Donc, en effet, ce diagnostic sur la gauche, il est vrai. Il est vrai. Il y a une gauche qui accepte l'ouverture des frontières et qui en tire des conséquences social-démocrates, mais qui en tire quand même des conséquences. Et puis, vous en avez qui n'acceptent pas cette ouverture et qui refusent tout. C'est le cas dans chaque camp, d'ailleurs. C'est le cas
Oui, mais c'est plus homogène chez nous parce que, pour les Républicains et le centre, l'Europe est plus intégrée, l'économie de marché est quand même plus intégrée. Une fois qu'on a posé ce diagnostic, qu'on a dit ce qui allait pas à gauche et puis beaucoup de choses aussi à droite, qu'est-ce qui manque selon vous, Serge Ravier? Est-ce qu'il manque un grand discours, une colonne vertébrale? Pas pour réunir le pays seulement avec des mots. On a vu, après le 11 janvier, malheureusement, que ça n'a pas abouti, qu'on n'a pas réussi. Mais parce qu'il n'y a pas eu d'initiative politique du président Hollande pour dire, ben voilà, j'ai compris qu'il s'est passé quelque chose de différent dans le pays, et donc je suis prêt à en tirer des conséquences sur ma ligne politique. Il ne l'a pas dit. Non, il ne l'a pas dit. Je suis désolé, il ne pouvait d'ailleurs pas le dire. Excusez-moi, le 14 janvier 2014, je ne suis pas là pour défendre François Hollande, mais il y a eu le pacte de responsabilité. Cette conférence de presse était quand même incroyablement nouvelle. C'était un tournant social-libéral énorme. Et vous réécoutez le discours de François Hollande ce jour-là, c'était un tournant radical. Le problème, attendez, laissez-moi finir. Le problème, c'est que, c'est ce qu'a dit Christophe Carèche, c'est que la gauche ne continue à traîner ces vieux sabots d'une autre époque, et une partie des députés de la majorité présidentielle n'a toujours pas compris qu'on avait changé de monde, que la mondialisation, que l'émergence des économies de tout un tas de pays avait bouleversé les donnes économiques, que la numérisation, que la révolution numérique était un bouleversement aussi en termes d'emploi, et qu'on ne pourra plus jamais de toute manière penser l'appareil industriel, l'appareil économique de l'économie tel qu'il était dans les années des 30 Glorieuses et même dans les années 90. Aujourd'hui, c'est une révolution gigantesque qui fait peur. Et l'erreur, c'est la courbe du chômage, parce qu'il faut dire aux Français que de toute manière, le monde de l'emploi ne sera plus jamais comme avant. Et c'est vrai qu'il faut l'assumer. Les hommes politiques ont du mal parce qu'ils vont se faire élire après. C'est ça qui est difficile pour eux. Je vous écoute, et pourquoi le 14 janvier... Non, mais je vous écoute, et c'est intéressant. Pourquoi le 14 janvier n'a pas été entendu? Parce qu'il n'y a pas eu d'initiative politique. Le président Hollande a dit « j'ai compris, je ». Non, il aurait dit « j'ai compris, nous ». Ça aurait changé beaucoup de choses. Rappelez-vous, ça a été parasité par des affaires intimes. Ça n'a pas été... Oui, mais enfin, ça, en plus. Mais Madame Merkel manque la majorité absolue de 3 voix aux dernières élections législatives. Ça lui a coûté 3 mois de discussion et 300 pages de négociations avec le SPD, et on a un pays rassemblé. Parce que Madame Merkel n'a pas dit « il me manque 3 voix, mais c'est pas grave, j'ai compris ce qui me manque ». Elle l'a fait elle-même. Nous, il nous aurait manqué 3 voix, on les aurait achetées. Et c'est pour ça que la démocratie française est faible. De traîtres ou de... On aurait on aurait eu des ralliés, et on aurait dit on est plus malin que tout le monde. Et on aurait découragé les électeurs. Parce qu'une politique modérée, il faut la faire avec des électeurs modérés. Une politique de gauche, il faut la faire avec des hommes de gauche. Et si vous voulez faire une politique de gauche et de modéré, il faut faire avec les deux, et pas puisque vous parlez de modéré dans les mots également, il faut peut-être rester modéré. Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, la chienlit? Le général de Gaulle l'a utilisé dans un contexte qui le méritait sans doute. On n'est pas dans cette situation-là à cet instant. C'est clair. C'est le dernier résidu gaulliste, gaullien de Nicolas Sarkozy. C'est d'ailleurs un mot de Pompidou. Je ne suis pas sûr que ce soit un mot du général. Oui, c'est vrai qu'il a été beaucoup évoqué en ce moment, le général, peut-être parfois et sûrement à tort. Pour conclure, en un mot, comment vous qualifiez le climat social aujourd'hui? Si vous deviez choisir un mot, c'est pas facile. Un mot décevant. Tendu. Bruno Jeudi. Très inquiétant. Gérard Longuet. Moi, je pense au contraire que tout est possible. Et ben voilà, on peut basculer sur la responsabilité. Positive. Merci, messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. On va retrouver à présent dans votre émission un rendez-vous que vous commencez à connaître désormais. C'est le micro trop tard d'Alex Darmon. Un regard, vous allez voir, un peu décalé sur l'actualité et sur les responsables politiques. Et Alex a choisi de vous parler bien du risque de Brexit, vous savez, la sortie de l'UE pour les Anglais. Et justement, qu'est-ce qu'on en pense à Londres? On y va. Ah mais il pleut, je crois qu'on est en Angleterre. Je comprends plus rien, ils veulent rester ou ils veulent sortir de l'Europe? Aujourd'hui, un micro-trottoir spécial, le Special micro-trottoir. Nous sommes à Londres, car 43% des Britanniques ont dit dans un sondage vouloir sortir de l'Europe. Alors qu'en pensent-ils vraiment? Il fallait que je leur pose la question. Allez, venez, à nous les petites Anglaises. Do you want to stay in Europe? Yes. Why? Because this is where I'm from.
This is where my family is from. I like to go to France. I like to go to Spain. I like to go to Portugal. I like to go to Europe. Because it's amazing. I just went on a Euro trip around everywhere. Just thought it was absolutely amazing. I feel European. I am the manager of the bar at the end of the road, and 90% of my staff are from the continent. And I think culturally it brings us close together, and I think that's more important than any financial reason. That's pretty much it. Oh là, il fait beau, mais comme quoi tout peut arriver en Angleterre. Même rester dans l'Europe, ça peut arriver. I want them to be out of Europe. Yeah. Because I want to be able to control my own destiny. Tous mes amis sont anglais et eux, pour le coup, ils n'ont pas spécialement envie de rester dans l'espace. I don't want people in Europe telling me what to do. Moi, je travaille sur Londres et je sais pas si on peut nous dire de rentrer ou je sais pas comment ça va se passer. I want to take a cup of tea with you. It's possible? No. No? No. Because I'm French. I don't have a problem with Europe. I think it's a good thing. Do you love French or not French? Not really. Not really? No. French people? Yeah. That's very specific. Ah, c'est vraiment bien à Londres. Mais ouais, on peut pas les laisser partir. Excuse me. I am sure. Do you want a referendum? I beg your pardon? Do you want a referendum for the Europe? Yes. A referendum for Europe? Yeah. Of course not. What? Why? Because, you know, you're only strong together, Europe. We love Europe. We love Europe. We want to stay in Europe. Okay. And do you know the name of President of the European Commission? No. No? Jean-Claude Juncker? No. No? Jean-Claude? Jean-Claude Hollande? Jean-Claude Juncker? No. Non. Oui, monsieur Juncker. Ouais, bah écoutez, je leur parle de vous, mais personne ne vous connaît ici. Hein. Ah, bah je fais ce que je peux, je continue, j'arrête pas. What TV is it? Portugal? For French TV. Do you know Public Sénat? J'ai jamais entendu, non. Ah, ok, bien ouais. Voilà pour le micro-trottoir d'Alex Darmon que vous retrouverez régulièrement dans cette émission. Il est 23h, tout de suite c'est le JT avec Paul Bouffard. Angela Merkel, François Hollande en appellent à plus d'Europe. Côte à côte, la chancelière allemande et le président français sont venus au Parlement européen pour incarner l'Europe de la solidarité en pleine crise migratoire. Et au Parlement de Strasbourg, une passe d'armes n'est pas passée inaperçue. François Hollande et l'eurodéputée Marine Le Pen se sont vivement opposés, l'une qualifiant l'autre de vice-chancelier. François Hollande, lui, invitant les eurosceptiques à sortir de l'Europe, un avant-goût de la campagne présidentielle à venir. Merci, Madame Merkel, de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. Monsieur le vice-chancelier, j'aurais aimé pouvoir vous appeler Monsieur le Président de la République, par respect pour votre fonction, mais pas plus que votre prédécesseur, vous n'exercez cette présidence. Un président de la République ne pourrait pas dire « le souverainisme, c'est le déclinisme », comme vous venez de le faire, parce que le président de la République est garant de la Constitution française et que le titre 1 de la Constitution française est de la souveraineté. Ce que j'appelle ici, ce n'est pas l'abandon de la souveraineté, c'est la souveraineté. Et la souveraineté n'a rien à voir avec le souverainisme. La souveraineté européenne, c'est être capable de décider pour nous-mêmes et d'éviter que ce soit le retour au nationalisme, au populisme, aux extrémismes qui nous imposent aujourd'hui d'aller dans un chemin que nous n'avons pas voulu. Au Sénat, on débat du projet de loi sur le droit des étrangers. En pleine bataille sur les chiffres de l'immigration, la question du regroupement familial se pose. La droite sénatoriale veut endurcir les conditions d'accès. Reportage de Flora Sauvage. En 2014, selon le ministère de l'Intérieur, la France a accueilli 210 000 étrangers. L'essentiel se fait au titre du regroupement familial. Au Sénat, le rapporteur du projet de loi sur le droit des étrangers a déposé un amendement qui vise à faire passer de 18 à 24 mois le délai de résidence à partir duquel un étranger pourra déposer sa demande. Le but, que la France s'aligne sur l'Allemagne. L'immigration liée au travail représente seulement 9% de l'immigration générale, alors que l'immigration familiale représente donc plus de 47%. C'est une question de choix. Qu'est-ce que l'on veut ?
Est-ce que l'on veut privilégier l'immigration du travail ou l'immigration familiale, sachant que nous sommes, en matière d'immigration familiale, un des taux les plus élevés des pays d'Europe. Pour Maître Bonakian, les critères du regroupement familial sont déjà assez contraignants. C'était une durée qui auparavant était de 12 mois et le législateur, en juillet 2006, a fait passer cette durée à 18 mois. Après, il faut, quand on dépose la demande de regroupement familial, satisfaire à deux conditions principales. Une première condition, c'est la suffisance et la stabilité du revenu. L'examen du projet de loi sur le droit des étrangers va être l'occasion pour les sénateurs, les Républicains, de remettre au goût du jour l'immigration choisie, thème cher à Nicolas Sarkozy. Nadine Morano n'est plus tête de liste au régional en Meurthe-et-Moselle. L'eurodéputé avait jusqu'à 18h30 pour exprimer des regrets après ses déclarations sur la France, pays de race blanche, chose qu'elle n'aura pas faite. Les détails avec Mounir Soussi. Pas de surprise à la sortie de la commission d'investiture des Républicains. Après 12 jours de polémique, le verdict est tombé au siège du parti. Nadine Morano ne sera pas candidate au régional. À l'issue de la réunion, les cadres souhaitent tourner cette page au plus vite. C'est un parti politique qui porte des valeurs, ces valeurs doivent être défendues. Voilà, il n'y a pas de drame national, il y a d'autres sujets bien plus importants. Le parti politique joue son rôle, il est là pour ça. L'ultimatum de Nicolas Sarkozy n'a pas eu d'effet. Le président du parti réclamait une lettre de regret de la part de Nadine Morano. Elle n'est jamais arrivée. La députée européenne ne sera pas tête de liste en Meurthe-et-Moselle, mais reste membre des Républicains. Le nom de Valérie Rousseau-Debord a été proposé pour conduire la liste dans ce département. Et les excuses viennent de Barack Obama. Le président américain a téléphoné personnellement au président de l'ONG Médecins sans frontières après le bombardement américain d'un hôpital à Kunduz en Afghanistan. 22 personnes y ont trouvé la mort samedi. MSF demande l'ouverture d'une enquête internationale. Hier, le commandant des forces américaines avait évoqué une frappe menée par erreur. En Syrie, la Russie intensifie ses frappes. Selon Moscou, des bombardements en prévision d'une offensive terrestre menée par l'armée de Bachar al-Assad contre Daesh. 112 cibles ont déjà été détruites par les Russes depuis le 30 septembre. Moscou se dit aussi prête à établir des contacts avec l'armée syrienne libre pour, selon elle, coordonner la lutte contre Daesh et tenter de trouver une issue politique au conflit. Et ce soir, le département d'État américain déclare que plus de 90% des frappes russes ne visent pas Al-Qaïda, l'État islamique. Toujours dans l'actualité internationale, les violences gagnent le centre d'Israël, tandis qu'en Cisjordanie, 3 Palestiniens ont été blessés, apparemment par des soldats israéliens infiltrés dans les rangs des manifestants. Ce matin, un Israélien a été, lui, attaqué au couteau près de Tel Aviv. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou appelle ses compatriotes à être en état d'alerte maximale. Ils ont réussi à comprendre les mystérieux mécanismes de l'ADN. Ils ouvrent ainsi des perspectives de réparation des cellules vivantes. 3 chercheurs ont été récompensés du prix Nobel de chimie aujourd'hui. Des découvertes qui aideront certainement à la recherche contre le cancer. Il est l'heure de votre revue de presse quotidienne. La revue de presse, comme tous les soirs, on découvre ensemble les unes du lendemain et puis les hebdos aussi que vous retrouverez dans vos kiosques à partir de mercredi. On vous dévoile les principaux titres dès ce soir. Paul, on va commencer par La Croix qui revient sur un sujet polémique. Oui, Sonia, le débat des repas dans les cantines scolaires. On se souvient que certaines municipalités ont adopté par exemple des menus uniques. On a pensé aussi à des menus végétariens par exemple. En tout cas, le quotidien La Croix nous explique que la majorité des écoles s'organisent pour que les enfants puissent manger quel que soit leur religion. Un dossier de 2 pages est consacré demain à ce sujet. Autre quotidien, Les Échos, qu'est-ce qu'on va y découvrir? Oui Sonia, alors le journal revient sur le virage libéral que souhaiterait, selon un sondage, 77% des Français. Il nous fait vivre aussi la guerre de la bière, bref, les grandes manœuvres dans le domaine de cette boisson universelle. Mais retenons cet étau qui se resserre autour des violences récentes à Air France. À l'évidence, l'enquête avance, une dizaine de salariés auraient été identifiés. Je vous rappelle que Manuel Valls avait souhaité des sanctions exemplaires à l'égard des fauteurs de troubles. Voilà, affaire à suivre. Et puis là, Paul, on parle de Ouest France qui fait la part belle à la politique étrangère. Exactement, vaste offensive anti-Daesh en Syrie. C'est la manchette du grand quotidien de l'Ouest qui revient sur les derniers développements de l'offensive aérienne russe. On retiendra aussi cette interrogation concernant la nouvelle taxe sur le diesel. L'idée est lancée par certains parlementaires alors qu'elle est toujours réfutée par le gouvernement. À coup sûr, un dossier qui un jour se fera sans doute la une de la presse.
On va finir avec un hebdo. Allez, l'Obs, on va découvrir la couverture ensemble, presque angoissante. Oui, on y voit, Sonia, Vladimir Poutine, le président russe, Barack Obama, l'américain, et Bachar al-Assad, le président syrien, autour duquel se concentrent tous les jeux stratégiques en ce moment. Cette question qui claque, Sonia, la troisième guerre mondiale a-t-elle commencé? Espérons juste, Sonia, que l'hebdomadaire se trompe. Une angoissante, donc j'avais raison. Merci Paul, je vous retrouve demain. À demain. À demain, avec plaisir. C'est l'heure de l'entretien. Pour aller plus loin à présent, mon invité ce soir, vous allez le voir, a choisi de vous parler de ce qui nous unit et nous rassemble. Ça fait du bien. C'est le titre de son livre, le philosophe Roger Poldroy, mon invité. L'entretien pour aller plus loin ce soir, philosophe, chercheur au CNRS, enseignant à Sciences Po. Mon invité, Roger Poldroy, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Votre dernier essai s'intitule « Qu'est-ce qui nous unit ?», publié chez Plomb. Mais d'abord, Roger Poldroy, c'est une question d'actualité brûlante, ce livre, au moment où on parle de tension, au moment où on a vu ces images chez Air France. Comment vous qualifiez ce climat social ? C'est un climat qui paraît de plus en plus tendu, de plus en plus divisé. Les affrontements sont les titres de l'actualité tous les jours. Et c'est justement parce que ces affrontements se multiplient que j'ai voulu passer, si j'ose dire, de l'autre côté, en soulignant, en voulant mettre en lumière ce qui nous unit. Pas du tout pour dire tout va bien, derrière ces divisions, nous sommes en fait tous frères, c'est pas ça. C'est pour rééquilibrer la réflexion, pour dire, eh bien, parce que les titres sont sur la division, parce que les affrontements et les guerres aussi font le paysage quotidien, eh bien, je crois qu'il faut en même temps ne pas oublier qu'il y a des liens qui se tissent, qui se renforcent, qui existent et qui sont multiples. On va en parler en détail, mais moi j'y vois, quand vous dites rééquilibrer le regard, j'y vois un peu une critique des médias, c'est-à-dire qu'il est vrai, à la une de nos journaux, il y a tous les conflits, il y a une omniprésence des polémiques, des clashs, et tout cela entre dans nos vies finalement. Bien sûr, mais c'est aussi parce que il y a une surexposition de ces conflits. Alors évidemment, on fait plus des sujets sur les trains qui déraillent que sur ceux qui arrivent à l'heure, tout le monde le sait, bien sûr. Mais cette surexposition des conflits ne donne pas forcément une vue de la réalité. Bien sûr, quand on regarde les actualités, la France paraît de moins en moins apaisée, de plus en plus tendue, de plus en plus conflictuelle. Pourtant, quand on regarde... Moi, je suis philosophe, j'aime bien, si vous voulez, ouvrir la focale, voir ça d'un peu loin, non pas du tout du point de vue de Sirius, mais pour prendre mesure des choses. La France est un pays qui a une histoire de conflits, parfois sanglants, de guerres civiles larvées ou ouvertes, depuis la Révolution française, la terreur. C'est quand même le seul pays d'Europe où des citoyens ont voté la mort, la condamnation à mort du roi. Tous ces faits-là sont lointains, mais en même temps existent dans notre mémoire, si vous voulez, et ces divisions, elles se retrouvent à travers les différentes révolutions, elles se retrouvent à travers la Commune, elles se retrouvent... C'est un petit peu intrinsèque, on a tout ça dans notre inconscient, et parfois ça ressurgit brutalement. Ça ressurgit, je pense qu'il y a une sorte de nostalgie comme ça des insurrections, dans une France qui est en fait, me semble-t-il, bien plus apaisée qu'on ne le pense. Et qu'on ne le dit parce que, finalement, il n'y a pas d'affrontement violent. Ça a été beaucoup plus violent autrefois. Et il y a même moins de conflits sociaux aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a quelques décennies. Donc, il y a, si vous voulez, un contraste entre ce que font, et à juste titre, je ne critique pas les médias, hein, je suis aussi chroniqueur. Je fais une autocritique, voilà. Toujours salutaire. Bien sûr, mais il y a tout ce que forcément l'actualité met en avant, et puis il y a les réalités qui sont peut-être, je crois, un peu différentes. Vous vous êtes mis un petit peu en dehors de la fureur et du bruit de l'actualité pour écrire ce livre et réfléchir. Quelles sont les valeurs refuges dans ces circonstances, Roger Poldroy? On imagine tout de suite que c'est la famille d'abord et avant tout. Oui, mais pas seulement. C'est-à-dire, c'est un livre sur la pluralité des nous. Vous savez, quand on dit nous, qu'est-ce qui est-ce nous? Eh bien, il y a évidemment une multitude de nous. Il y a, et ce que j'ai voulu rappeler en premier lieu, c'est que ces nous sont multiples, que chacun appartient à une série de nous, et que quand on dit
qui sommes-nous? Alors on est souvent dans le repli identitaire, nous par opposition aux autres. Nous, les Français de souche, contre les étrangers, nous, les Européens, contre le reste du monde, des choses comme ça. Et finalement, au lieu d'avoir des nous identitaires, clos, essentialisés comme des substances solides, je préfère rappeler qu'il y a une pluralité de nous, que chacun appartient à plusieurs nous distincts, alors lesquels j'essaye de... La famille, donc, ça en fait partie. Bien sûr, il y a le nous de la famille, il y a le nous des amis, il y a le nous des amoureux, il y a le nous de ceux qui parlent une même langue, les francophones, il y a le nous du terroir, la région, le village, là où on habite, où on est né. On a oublié tout ça. Non, on n'a pas oublié. Simplement... On dirait que vous nous rappelez l'essentiel dans votre livre. Je l'essaye, j'essaye de le faire, mais surtout ce que je veux montrer, si vous voulez, c'est que ces nous distincts organisent chacun des liens humains qu'il ne faut pas confondre. Par exemple, qu'est-ce que c'est que le populisme aujourd'hui? Pour moi, c'est une confusion entre terroir et État. Et les deux sont tout à fait distincts. Les politiques ne l'entendent pas je pense comme ça, pour cette expression. Le terroir, si vous voulez, pour moi, c'est un nous physique, sensible, un peu enfantin ou de l'enfance. Les odeurs, les couleurs, les saveurs, la tarte de grand-mère, voilà, toutes ces choses qui nous parlent au corps et qu'on a le droit d'aimer. Je ne vois pas du tout au nom de quoi on dirait à qui que ce soit. Tu n'as pas le droit d'aimer ta terre ou ton village ou tes... c'est pas un repli identitaire, c'est pas se renfermer que de s'accrocher à ces choses-là. C'est légitime dès lors qu'on ne se confond pas cet amour légitime de sa terre ou des siens avec la citoyenneté, avec le principe d'un État qui est une constitution, qui est des lois, qui englobe des régions complètement différentes, qui a fini par englober même des langues régionales qui n'étaient pas les mêmes. Et donc, il y a là quelque chose qui... Alors, il peut y avoir évidemment des conflits entre ces nous les Bretons et puis nous les citoyens français, il peut y avoir des tensions. De la même manière, entre le nous le plus large, c'est nous les humains, avec finalement une sorte de connivence immédiate avec la souffrance des autres, avec leur malheur, qu'on va porter secours. Bon, et puis il y a aussi nous les nantis, nous les égoïstes, c'est-à-dire la question des migrants. Pour moi, c'est un conflit entre ces deux nous-là. Nous les humains voient qu'ils sont dans la détresse. Et il y a un réflexe d'aider l'autre immédiat. Voilà, on est porté. Il y a le nous égoïste, on a ce problème. Le nous égoïste, le nous qui calcule, le nous qui dit après tout, ce qu'on va leur donner, ça sera, on le perd, des choses comme ça. Et je ne crois pas non plus, parce que ça c'est à mon avis une erreur, qu'il y ait les gentils humanistes contre les méchants xénophobes. C'est le clivage, il passe dans chacun. Donc stop aux donneurs de leçons. Stop aux donneurs de leçons, parce qu'à mon avis, nous sommes tous, suivant les moments, à la fois altruistes et égoïstes. Chacun de nous est tiraillé. On peut tout à fait bien être bouleversé aux images qu'on voit, cette fois à l'actualité, des gens qui rampent sous les barbelés, par exemple, avec leurs gosses. Ne pas pouvoir accueillir quelqu'un chez soi parce qu'il y a des difficultés, ne pas l'accepter. Ou même, je ne jetterai pas la pierre à celui qui dit « bon, bah, je suis ému », et puis l'heure suivante, bah, je pense à autre chose, j'ai envie de dîner, tout ça, ça me rase. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que Pourquoi ce discours, Roger Paul Droit, il n'est pas tenu par les responsables politiques? Parce qu'il n'est pas culpabilisateur. C'est peut-être ça ce qu'il faut en ce moment. Je crois que c'est aux politiques qu'il faut demander. Moi, je tiens... Mais à votre avis, vous devez avoir... Je tiens mon discours à moi, c'est-à-dire parce qu'ils aiment mieux cliver que tenir les deux bouts. C'est ce que j'essaye de faire, pour ma part, parce que je crois profondément que la réalité est faite de jour et de nuit, qu'elle est faite d'ombre et de lumière, qu'elle est faite de générosité et d'égoïsme. Et donc, j'essaye de tenir, si je puis dire, les deux ensemble, ce qui est moins simple, ce qui est peut-être moins attirant, mais à mon avis, plus utile. C'est peut-être pas vendeur, mais c'est plus utile. Mais en tous les cas, il faut lire ce livre. Il y a un mot, une expression dont je voudrais parler, vivre ensemble. Est-ce qu'elle veut franchement encore dire quelque chose, cette expression? Elle veut dire quelque chose si... Quoi? Oui. Alors, elle veut dire qu'il y a des tensions et qu'il faut les surmonter. C'est-à-dire, si on dit vivre ensemble comme une sorte de patch, de slogan, ou un sparadrap, si c'est un pansement, si c'est une solution, il y a des problèmes, non, appliquons le vivre ensemble, là, c'est juste incantatoire. Tandis que si on se dit, parce que ça n'est plus évident,
parce qu'il y a des tensions qui se multiplient. Alors, il faut d'une certaine manière les regarder en face. Il faut justement voir là où il y a des heurts, on peut trouver ensemble, quitte à s'affronter dans la discussion, dans le débat, dans le respect. J'aime pas les consensus mous, je préfère les affrontements. Eh bien, on peut, en allant jusqu'au terme de ces affrontements verbaux, peut-être trouver ensemble des accommodements, des modus vivendi. Mais on n'a pas fait ce travail. Si on reprend ce qui s'est passé, et ça a été un élément fondamental et peut-être de rupture, après les attentats de janvier, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ce travail de discours de vérité, d'expliquer qu'il y a... Manuel Valls a tenu un discours de vérité le 13 à l'Assemblée, me Voilà les semble-t-il. mots, et après? Et après, parce que, alors... Là, c'est une petite hypothèse personnelle, parce que les événements de janvier et les grandes foules qui se sont rassemblées étaient liés à une émotion. Et une émotion, c'est une chose tout à fait respectable et bien, mais par définition, ça n'est pas durable. Et en quelque sorte, la réflexion n'a pas embrayé sur cette émotion. Et du coup, tout ce qui s'est mis là, et en plus, il y avait des choses extrêmement distinctes. Je crois que les gens ont voulu dire... On ne tue pas pour rien et on ne tue pas dans notre pays. Mais après cela, il y avait beaucoup, et il y a encore beaucoup à réfléchir, à débattre, et ça n'a pas encore, d'une certaine manière, ça reste à faire. En tous les cas, ce qui nous unit, on le retrouve dans votre livre, dans votre essai, Roger Paul Droit. Qu'est-ce qu'on peut... on a parlé tout à l'heure, un débat sur nos institutions, la faute peut-être pas au président, s'il y a toutes ces tensions, etc. Est-ce qu'on peut justement revoir dans un cadre plus global ce qui ne va pas? Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que ça vient de l'État? Est-ce que c'est beaucoup plus large? Vous voulez dire en France? Oui. Je pense sédimenté et surtout pas clos. Le piège, pour moi, des pensées de l'identité, c'est lorsque on prétend détenir la clé de cette identité et la durcir, et puis dire voilà, nous sommes ainsi, point final. Certains prétendent détenir cette vérité-là? Oui, je pense bien sûr. Et ce qui est dangereux, si vous voulez, c'est de transformer une identité en essence fixe et éternelle, alors qu'elle est mobile, alors qu'elle évolue, alors qu'elle est d'une certaine manière effrangée, si vous voulez, filochée, c'est flou sur les bords. Sinon, si vous durcissez, vous avez l'idée, par exemple, que les hommes préhistoriques à Lascaux faisaient des silex tricolores, et ça, je crois que c'est simplement faux. Oui, Roger Paul Droit, j'entends certains qui vont nous dire, et peut-être c'est le cas sur les réseaux sociaux, il est formidable ce livre, c'est vrai, mais il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, en ce moment, qu'est-ce qui nous unit? Non, parce que je crois que ce qui nous unit, c'est des choses profondes, parfois multiples, parfois avec des tensions internes, et qu'il faut les rappeler. Je n'ai pas, si vous voulez, une recette, je n'ai pas un message à délivrer, je ne prétends pas détenir une vérité, mais comme philosophe, je prétends essayer de poser un certain nombre de questions et d'inciter chacun à poursuivre sa propre réflexion. Pour conclure, dans ce qui nous unit, il y a la famille, il y a tout ce que vous avez cité. Est-ce qu'il y a un moment dans toutes ces sphères, est-ce qu'il y a l'État? Est-ce qu'il y a quelque part? Oui. Bien sûr, il y a l'État. Il y a encore la place pour l'État, alors? Bien évidemment, oui. Parce que l'État nous unit par une constitution, par des lois, par des institutions. Simplement, c'est une des strates. Et je crois que s'il y a une strate qui traverse tout, c'est ce que j'appelle les corps parlants. C'est-à-dire le fait que, même si vous ne parlez pas la langue de quelqu'un, même si vous ne savez rien de son histoire, vous pouvez, d'un coup d'œil, percevoir s'il est en détresse ou s'il est content. Et il y a là quelque chose qui est une sorte de lien immédiat des hommes entre eux, ce que Rousseau appelait la pitié, ce qu'on appelle l'empathie, la sympathie. Alors, ça paraît naïf, mais je crois que la barbarie aujourd'hui, c'est finalement lorsqu'on fait taire cela. Vous ne pouvez pas tuer des gosses ou décapiter des êtres humains de sang-froid si vous avez le sentiment que c'est un corps semblable au vôtre ou que c'est un enfant comme ceux que vous pouvez avoir ou que vous voyez autour de vous. Donc il faut ces différences-là. Voilà, il faut quelque chose pour pouvoir commettre des actes de barbarie qui vitrifient, qui gèlent, qui
tue en quelque sorte en soi-même cette forme-là d'impulsion. Qu'est-ce qui nous unit? Une question urgente chez Plomb. Merci Roger Paldroit, c'était un plaisir de vous accueillir et de lire ce livre qu'on vous conseille. Merci à vous. Et avant de conclure cette émission, on va retrouver à présent le zapping avec les moments choisis sur Public Sénat tout au long de cette journée. C'est une sélection de Monir Souci. Si je pense aux propos de Nadine Morano, je crois que tout ça est nauséabond, justement pour le pays, pour les Français. Moi qui ai vécu longtemps à l'étranger, j'étais en Angleterre il y a encore un peu plus d'1 an. Quand je suis rentrée en France, j'ai été frappée de ce climat qui fait